Bonjour et bienvenue dans FinTech Club. Je suis Guillaume Broutard, DG France Benelux de Verifone, leader mondial du paiement. Tous les mois, je reçois les entrepreneurs et dirigeants du monde FinTech en direct de Station F, le plus grand incubateur de start-up du monde. Aujourd'hui, nous recevons Laetitia Dorla, en charge de la promotion et du développement de Wero, la solution de paiement de compte à compte d'EPI. Nous allons parler de souveraineté technologique au niveau européen, de comment Wero s'est imposé comme paiement instantané entre particuliers avant de s'ouvrir au paiement en ligne et au commerce de proximité, et de bien d'autres choses encore. FinTech Club, c'est parti. Bonjour Laetitia. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans FinTech Club. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire aujourd'hui sur EPI, Wero. On en parle beaucoup sur le marché, dans le monde des paiements, dans l'écosystème depuis de nombreuses années. Et il y a vraiment eu une montée en puissance cette année, en 2025, et il y a beaucoup d'actualités. Donc, merci beaucoup d'être là à nouveau. Est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu peux commencer par te présenter ? Alors tout d'abord, merci Guillaume. C'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui avec toi. J'ai beaucoup entendu parler donc de ton podcast, donc c'est un vrai honneur d'être assise en face de toi. Merci beaucoup. Alors pour ma part, je suis donc Laetitia Dorla et je suis en charge de la promotion de Wero sur le territoire français depuis 2 ans. Voilà. Bravo, superbe. Alors, écoute, on va commencer directement par rentrer un petit peu plus dans ce qu'est Wero. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est Wero, d'où ça vient et quelle est sa mission ? Guillaume, est-ce que déjà tu sais ce que signifie Wero, W-E-R-O ? Alors, je l'ai déjà entendu. Il y a un côté européen, européenne, un truc comme ça, non ? Oui, européenne, non c'est... Ça va me faire plaisir de le redire. Bon, je me suis déjà bien loupé, c'est parfait. Donc, W-E, c'est le nous, ouais. Le côté inclusif, et euro, la monnaie que l'on partage en fait sur le continent. D'accord, ça va, j'étais pas trop loin. T'étais dans le... J'ai retenu l'idée. C'est ça, d'accord. Donc, Wero, c'est un mot qui existe et qui a été lancé il y a à peine 1 an sur le sol français, mais qui est le symbole donc d'un projet européen. Ce projet européen a pour ambition en fait d'offrir un moyen de paiement unique à l'ensemble des citoyens européens. Et à ce sujet, en fait, ce projet il est né après le Covid. Initialement, on avait le projet EPI. Oui. Donc du coup, EPI est propriétaire de la marque Wero. Et EPI signifie European Payment Initiative. Ça va. Et donc, EPI a été lancé après le Covid en version EPI V1. Il y avait l'ambition de lancer un scheme carte. Oui. Et ce scheme carte n'a pas vu le jour pour différentes explications. Une des premières, c'est que la santé financière des banques européennes qui étaient dans le projet n'était pas la même par rapport à l'ambition affichée. C'est-à-dire que les banques françaises avaient une très bonne santé financière, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les autres banques européennes. Car rappelons-le, en fait, EPI, c'est derrière la France, l'Allemagne et le Benelux. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait plus de participants. Et effectivement, des acteurs du marché, que ce soit donc des banques, mais également des acteurs du paiement, des PSP. Il y a combien d'acteurs à la base de cette idée, de cette création d'EPI ? Alors, je reprends juste quelques petits pas en arrière. Donc, il y avait EPI V1. Et donc, la santé financière est une des explications pourquoi ça n'a pas abouti. Et la deuxième explication très importante, c'est que on n'était pas forcément dans une tendance marché avec la carte. Ça aurait demandé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, le rationnel qui a été pris, c'est de se dire on va se lancer sur quelque chose de plus up-to-date avec le virement compte à compte, qui est une tendance de fond qui a implosé depuis le Covid. Et à partir de là, c'est monté EPI V2, dans lequel sont présents 16 actionnaires, qui sont à la fois des banques traditionnelles que nous connaissons, donc Crédit Agricole, BNP, BPCE, la Banque Postale et j'en passe, et des acteurs industriels qui sont Worldline et Nexi. Donc aujourd'hui, on compte 16 actionnaires, France, Allemagne, Benelux, et plus Nexi qui vient de l'Italie, et on compte aussi maintenant des membres. En fait, il y a les membres qui viennent se rattacher dans cet écosystème qui se veut ouvert.
D'accord, ok. Voilà. Tout le monde peut faire partie de cette initiative et donc y contribuer avec des AG, du coup, des réunions régulières pour penser La la stratégie. la stratégie appartient essentiellement aux actionnaires. Ouais. Mais à partir de là, l'ambition, en tout cas clairement affichée, c'est d'offrir un moyen de paiement compte à compte, Ouais. à travers le téléphone. Donc on n'a plus de support physique, donc moins de 10 secondes, et directement, donc comme je te le dis, intégré à une application mobile, soit celle de la banque. D'ailleurs, Guillaume, quelle banque as-tu? Alors, je ne pourrais pas dire quelle banque j'ai parce que je travaille avec beaucoup de banques et je ne veux pas les froisser. Alors non, quelle banque en tant que... Oui, je sais. Mais par contre, j'ai vu que vous aviez effectivement remplacé Paylib, notamment chez BNP. Tout à fait, Voilà. exactement. Donc, sans rien dévoiler, oui. je te donne quelques indices, malgré tout. Donc, il est clair que l'ensemble des banques françaises ont migré Paylib vers Wero. Ça, c'était il y a l'année dernière, en septembre. Ouais. Et aujourd'hui, on comptabilise plus de 43 millions d'Européens qui ont accès à ce service. Ah oui, déjà. Ouais, 43 millions, sachant que pratiquement toutes les banques de la place française ont migré ou sont en cours de migration. Okay. Et c'est là où est la force aussi de Wero, c'est qu'au bout d'une année, c'est déjà entré dans des conversations « je te fais un Wero ». Ouais, c'est vrai, c'est allé très très vite. Et donc là, on est sur la première brique qui est donc le paiement entre particuliers, de compte à compte, en moins de 10 secondes. Et donc, ça a complètement remplacé, effectivement, moi je parlais de Paylib, mais c'est devenu l'outil principal pour faire ce genre de transaction, quoi. Alors, c'est assez exceptionnel parce que même pendant mes vacances, je reçois des messages spontanés de gens qui me disent « Oh, c'est incroyable, ça me facilite la vie. Je peux payer aujourd'hui directement mes parents ou à la suite d'un restaurant ou je peux rentrer directement dans la vie des Français pour pouvoir faciliter ce transfert d'argent entre amis, en famille, même pour ses enfants. Ça rentre vraiment dans les mœurs. Et c'est vraiment, je veux dire, un service qui vient combler un besoin. Alors, c'est vrai que... donc, pour reprendre un peu l'historique, c'est vrai qu'à la base, EPI souhaitait se positionner et créer un nouveau scheme carte, tu l'as dit tout à l'heure, donc européen, puisqu'aujourd'hui, on a des schemes qui sont internationaux comme Visa Mastercard, des schemes qui sont nationaux comme carte bancaire en France ou Girocard en Allemagne. Donc là, l'idée, c'était de créer un scheme carte européen, ce qui effectivement n'existe pas aujourd'hui. Vous avez évolué vers l'idée donc de quelque chose de plus moderne, comme tu le disais, compte à compte, un wallet quelque part, européen aussi, et Scheme également. Vous êtes Scheme aujourd'hui. Je te remercie vraiment de ressouligner ce point. On est à la fois Scheme et à la fois wallet. Et ça, c'est vraiment unique sur le marché, parce que des paiements entre particuliers, bon, on en connaît depuis quelques années, il y en a eu, bon, je parlais de Paylib, on connaît Lydia, c'est quelque chose qui existait déjà. Mais là, de ce que je vois, en tout cas, la vraie différence, la vraie innovation, l'élément vraiment différenciant de Wero, c'est ça, c'est le côté déjà complètement européen, dès le début, pensé européen, avec, on y reviendra après, l'ambition d'aller beaucoup plus loin que le paiement entre particuliers, et le fait d'être un scheme. Donc ça, je trouve que ça change complètement le positionnement. Alors, ce qui change aussi, c'est que aujourd'hui, cette notion de construction, elle est, on va dire, évolutive. Il est clair qu'on s'adresse d'abord aux particuliers, à toi, à moi, à l'ensemble de notre écosystème particulier, la sphère privée. Mais à terme, c'est pas du tout là où on doit s'arrêter. Ouais. Ça, c'est la première base posée. Il faut imaginer EPI Wero comme une fusée. Ok, parfait. Donc, le premier étage, ce sont ces consommateurs qui doivent être conscients de la marque, qui doivent la connaître et qui doivent l'adopter. Et le deuxième étage, ensuite, c'est de pouvoir accéder à la sphère, on va dire, commerciale, de transactions commerciales, et de pouvoir payer en ligne. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Okay. Et troisième étage, ce sera le paiement en magasin dans la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire, cerise sur le gâteau, ensuite, c'est ne pas s'arrêter là et de pouvoir construire surtout un ensemble de services
qui viendront accompagner l'ensemble de la marque Wero. Parce que le paiement, c'est la première strate, c'est la première fusée. Et ensuite, il y a quand même tout le reste. Aujourd'hui, on regarde beaucoup l'Asie. Oui. L'Asie est très inspirante. Tout à fait, oui. Et il y a un ensemble de services qui doivent se construire à travers ce portefeuille. Donc quand tu dis ça, tu penses et tu t'inspires potentiellement d'Alibaba, Alipay, WeChat. Ouais. Exactement. On a vraiment beaucoup d'acteurs sur la planète qui nous montrent un peu la trajectoire et on ne peut pas l'ignorer. En tant qu'Européens, il est clair qu'il y a un chemin qui est tracé, tel que, je vais reciter Pix aussi au Brésil. Bien sûr, au Brésil, je vais reciter, donc du coup, comme je l'ai dit, les wallets asiatiques. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le monde est en marche vers ça, et il faut l'accompagner et être maître de son destin. Okay. 2 choses. Un premier point, c'est pourquoi ce projet, la jeunesse de ce projet. Et je pense qu'il est important de le resignaler. Complètement. La jeunesse de ce projet, c'est aussi de se dire que nous, Européens, on est un des continents les plus riches de la planète, et pourtant, on s'appuie sur des acteurs étrangers, hors sol européen, et on confie les clés, on va dire, du paiement à des acteurs tiers. Et donc une dépendance terrible. Puisque c'est toute l'économie qui dépend de technologies et de processeurs, de schemes américains en l'occurrence. Et pas que. et pas que. Mais il est clair que non seulement il y a cette dépendance, mais il y a ce risque aussi du jour au lendemain que les règles changent. Ouais. C'est ce qu'on a pu voir cet été avec Pix, qui s'est vu attaqué par les Américains. C'est aussi cette perte de valeur. Je tiens vraiment à souligner ce point important, c'est qu'aujourd'hui, toute la valeur qu'on crée autour des paiements, elle est captée par d'autres acteurs, par d'autres continents. Et c'est quoi les dommages ? Les dommages, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas le continent le plus innovant. Ouais. D'autres tirent l'attraction de l'innovation. C'est vrai. Et nous, on suit en fait. Oui. On n'est pas moteur. Non. Parce que pour être le moteur de l'innovation, il faut aussi avoir les cordons de la bourse. Ouais. Non, c'est vrai. Donc, il y a cette idée de souveraineté européenne, tout simplement, financière, technologique, commerciale. D'innovation. Ouais. Et puis de se dire qu'on est aussi maître de notre destin, que la data reste sur le sol européen, et de se dire aussi qu'on crée une alternative aux moyens de paiement actuels. Quand on est en France... Alors, depuis que j'ai intégré EPI, je suis vraiment consciente que le monde a beaucoup bougé, mais la France est un peu restée figée. Et le jour où l'ensemble de la jeune génération prendra part à l'économie, elle ne fera pas de cadeau, en fait. Elle est déjà tellement digitalisée qu'il est clair qu'il faut pouvoir offrir à la jeune génération future et à nous-mêmes des solutions alternatives, parce que sans ça, on va se faire, je pense, dépasser. Et on aura juste à regarder le train qui passe. Donc, non, mais c'est super intéressant. Donc, garder la main, être nos propres acteurs de notre succès au niveau européen. Donc, ça, c'est vraiment important. Tu parlais de protéger les données. Donc, là aussi, dans le cadre européen, de la RGPD, très important, effectivement, que les données ne soient pas confiées à n'importe qui pourrait en faire n'importe quoi. Donc, on comprend bien le cadre et effectivement, c'est essentiel d'avoir des champions européens qui nous permettent un petit peu d'avoir le choix aujourd'hui sur les technologies qu'on utilise et donc la façon dont on va pouvoir évoluer dans les années à venir. Donc c'est vraiment très important, on comprend bien la vision initiale de pays et comment ils sont entrés dans le jeu du paiement. Tout à fait. On est rentré dans le game et l'objectif, c'est vraiment d'offrir un service, une solution non seulement aux citoyens, mais aux marchands. Oui, en plus, c'est vraiment pour tout le monde. Les particuliers, les professionnels, en ligne et donc en magasin. Donc, votre ambition, elle couvre, comme tu disais, les 3 étages de la fusée pour couvrir tous les paiements potentiels, en fait.
Donc vous avez commencé par les particuliers. Donc l'idée était d'aller aussi imprimer l'arrivée d'une marque, tu l'as dit. Donc il y a eu beaucoup de communication, le paiement en moins de 10 secondes, le remplacement de Paylib et donc une diffusion assez rapide, massive de la marque Wero et une adoption assez rapide par les particuliers pour ensuite permettre l'arrivée dans l'univers du monde professionnel. Est-ce que, avant de rentrer dans le deuxième étage de la fusée, déjà, pour revenir toujours sur la solution Wero, donc on a compris l'ambition, la souveraineté européenne, est-ce que tu peux nous dire, juste revenir sur ce point, donc le fait d'être un scheme, pourquoi être un scheme et pas juste une solution de paiement? Quelle est, tu vois, un petit peu, qu'est-ce qui explique ce choix et quels sont les avantages et donc les éléments différenciants par rapport à d'autres solutions qui proposent des wallets dans plusieurs pays en Europe, par exemple? Alors, la notion de scheme, en fait, on est construit comme un scheme 4 coins. Déjà, rappelons aussi l'architecture. Ouais. Donc 4 coins, ça veut dire que le particulier va s'appuyer sur sa banque, qui sera membre de pays, Ouais. et le commerçant va s'appuyer sur sa banque, donc l'acquéreur, qui sera membre de EPI. Ouais. Et au milieu de cet écosystème se trouve EPI. Et qu'est-ce qui différencie par rapport à un wallet XY? C'est qu'on va définir des règles qui vont être communes à l'ensemble des acteurs bancaires. Ok. Et ça veut dire quoi en traduction pour le commerçant? Ça veut dire qu'il a la garantie de paiement déjà, Oui. ce qui n'est pas neutre. Ouais. Et il a Et instantané en plus. Voilà, exactement. Et surtout, il a la garantie que l'acquéreur et l'émetteur adhèrent aux mêmes règles. Oui. Ça veut dire que ça va faciliter aussi ce qu'on appelle le taux de succès de la transaction. Bien sûr. Et ça, c'est clé, c'est fondamental. C'est même un des KPI les plus importants pour le commerçant, que la transaction soit un succès. Donc ça sera plus fiable, instantané, garanti, plus rapide. Et surtout en termes de sécurité. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est gérer le risque et gérer la résilience. On voit bien qu'il y a de toutes parts, on peut être attaqué. On est dans un monde qui est quand même où la fraude explose à tous les étages. Bien sûr. Et aujourd'hui, le fait de monter un scheme crée une protection supplémentaire à chacun des acteurs qui participent à ce scheme, d'une façon ou d'une autre. D'accord. Et donc ça va largement aussi simplifier les échanges de transactions entre particuliers professionnels, entre professionnels, à l'intérieur de tous les pays en fait européens en plus. Exactement. Puisque ça unifie véritablement, ça met tout le monde sur un même socle et les mêmes règles. Voilà. Ok. Donc on a un rulebook, comme un scheme, on définit les règles, et puis surtout ces règles sont créées et co-construites dans une forme de dialogue. Oui. Avec les 16 actionnaires, donc banques, industriels. Okay. Voilà, donc ce sont des règles en fait qui sont profitables à EPI et à l'ensemble de ses membres et de ses actionnaires. Ouais. Donc c'est pas un acteur lambda. Oui, qui fait les règles dans son coin et puis Exactement. Ça marche ou ça marche pas. Non, là c'est un consensus quoi. Exactement. C'est basé sur l'accord de chacun des parties prenantes. Donc ça protège et ça crée un climat de confiance. Et ça, on est aussi, dans ce climat de confiance, on est sûr de la robustesse. C'est-à-dire que chacun, aujourd'hui, joue le jeu pour offrir le meilleur service et la meilleure solution. Ouais. D'accord. Et donc, aujourd'hui, donc on a compris l'ambition, la vision, la souveraineté, l'avantage du scheme, et donc le choix du wallet. Aujourd'hui, donc ça marche dans tous les pays déjà entre particuliers. Donc ce premier étage de la fusée, c'est déjà diffusé partout? Alors, c'est une question aussi très intéressante parce que ça me permet de revenir sur quelque chose qui j'avais pas pris le temps. C'est qu'aujourd'hui, on a créé EPI, non pas de zéro, mais on s'est appuyé sur des vrais succès locaux. Oui. Tu l'as dit en préambule avec Paylib pour la France. Tout à fait. Mais pas que. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, on s'est appuyé sur iDeal. Tout à fait. Une solution locale qui est actionnée dans plus de 80% des cas pour le commerce en ligne. Ah oui. Donc iDeal, comme Paylib, est amené à disparaître au profit de la marque Wero.
et pour les marchés belges et luxembourgeois, Payconiq. Ouais. Donc, on a racheté également Payconiq pour pouvoir aussi compléter ce succès. Donc, on ne part pas de zéro. On s'appuie sur des succès locaux et on crée cette solution unique. Donc, la question, est-ce que ça marche dans tous les pays ? Donc, il y a les pays cœur et cible, France, Allemagne, Benelux. Et aujourd'hui, on est en train de prospecter et d'avoir des territoires de conquête. Et on parle avec plusieurs pays européens qui étaient dans une démarche jusqu'à présent wait and see et qui vont venir progressivement, on va dire, nourrir la rivière EPI. Dans les banques qui sont actionnaires, donc tu en as cité quelques-unes, des banques françaises. Est-ce qu'il y a des banques plus européennes, enfin internationales, au-delà de la France, j'entends? Alors, en tant qu'actionnaire, il y a les grosses banques de chaque pays, donc Deutsche Bank, DSGV pour l'Allemagne, ING. Et après, donc, il y a les nouveaux membres qui viennent apporter aussi leur contribution, pour ne pas citer donc Revolut. Ok, génial, oui, j'ai vu l'annonce, bien sûr. Extraordinaire. Voilà, donc Revolut, depuis début juillet, propose le service de P2P à l'ensemble de sa communauté. Et pour la France, c'est 5 millions d'utilisateurs. Pas mal. Ouais. D'accord, donc c'est aussi toute cette coordination donc des actionnaires, des membres, qui fait que vous allez pouvoir continuer à vous étendre et avoir à peu près cette même approche, cette même stratégie de venir remplacer un champion local, le racheter ou tout simplement le remplacer. Tous les pays n'ont pas de champions locaux. Donc c'est plutôt de venir répondre à un vrai besoin. Le besoin d'avoir une solution forte, unique, et qui va faciliter les échanges futurs à travers ces échanges cross-border, ou en tant que marchand, de me dire j'ai une intégration unique et je m'ouvre plusieurs marchés. Ok. Et donc l'usage, quand on veut payer en Wero, donc soit on le trouve directement donc, sur son appli bancaire, donc je reprends l'exemple de Paylib, mais à la place de là où on trouvait donc Paylib il y a encore quelques mois, maintenant on voit Wero, mais vous avez aussi une application Wero. Exact. Tu connais bien ton sujet, Guillaume. Donc, j'ai moi-même l'application Wero parce que je suis cliente de la Banque Postale. La Banque Postale, pour le marché français, a fait ce choix d'une application standalone. Et à terme, c'est l'ambition. C'est-à-dire que l'ensemble des banques rejoignent cette standalone app. Je m'explique. Aujourd'hui, on est très content que les banques aient fait ce choix de rester dans leur application bancaire. Pourquoi ? Parce que ça crée de la confiance. Une marque qui débarque bien comme sûr. Ça, ça peut perturber. Et qu'est-ce qu'il y a de plus sensible que le paiement ou ces données ? Donc la banque offre cet univers de confiance. C'est un tiers de confiance très reconnu par les consommateurs. Donc maintenant que c'est inscrit dans une forme de confiance, les banques ont à terme, elles vont arriver sur la trajectoire de proposer Wero dans la standalone app, donc l'application autonome. Donc typiquement, l'année prochaine, je pourrais retrouver au moment de payer ou de faire un transfert d'argent dans l'application Wero, donc la Banque Postale, qui a fait ce choix justement pour montrer que ça fonctionnait. Et ensuite, je pourrais trouver la banque A, B et C avec le solde en temps réel et choisir la banque, le compte qui me convient pour payer ou pour transférer de l'argent. Génial. Non, puis en plus, au-delà de effectivement, la crédibilité que ça apporte d'être directement intégré dans l'appli bancaire, c'est bien aussi de pouvoir couvrir tous les usages. Il y en a qui, effectivement, préfèrent tout faire sur l'appli bancaire, d'autres qui préfèrent avoir une appli séparée, d'autres qui ont peut-être plusieurs banques, donc ça va les arranger d'avoir cette application standalone et pouvoir choisir quelle banque ils utilisent en fonction du paiement. Donc, voilà, au moins, vous avez une certaine flexibilité d'usage qui va répondre aux besoins de chacun, quoi. Oui, et il est clair que, comme je précisais tout à l'heure, c'est le premier socle. Ensuite, on souhaite y associer un certain nombre de services, tels que l'identité numérique. Ah, intéressant. Ouais. Ok.
Et là aussi, sujet européen, donc ça fait complètement du sens. C'est Clairement. très convergent, quoi. Voilà. Ok. On fait converger des vrais besoins Ouais. aujourd'hui qui ne sont pas couverts. C'est-à-dire, c'est quoi l'identité numérique, Guillaume? C'est de pouvoir se dire qu'à travers ce wallet, au moment de payer, je certifie que la personne a plus de 18 ans. Donc, ça couvre tous les sujets autour des achats où on doit protéger les mineurs. Ça couvre aussi des besoins, par exemple, pour prendre l'avion. Ouais. L'identité que Monsieur Dupont, c'est bien Monsieur Dupont dans l'avion et qui occupe cette place en termes de lutte contre le terrorisme ou autres thématiques pas très sympathiques. Et aussi, ça couvre aussi des besoins type j'ai besoin de vérifier que cette personne a bien tel âge pour louer une voiture. Excellent. Ouais, non, et donc, oui, ça fait complètement sens dans cette app qui, on le comprend bien, là aussi une ambition de devenir un peu une super app qui va pouvoir, de façon intelligente, pertinente, pas forcément aller sur tous les sujets, mais là on le voit bien, c'est très proche. On est sur deux approches très européennes qui font appel à des problématiques de sécurité, donc ça fait complètement du sens, des données personnelles. Donc, ok, identité numérique, ça me fait penser aussi, t'en parlais tout à l'heure, mais aujourd'hui, donc Wero, c'est du paiement de compte à compte, ce qu'on appelle le virement instantané, qui existe depuis maintenant, presque... C'était 2017, hein? C'était 2017, l'arrivée du paiement instantané. Ça a mis un certain temps à être adopté. Au début, c'était payant, c'est devenu gratuit. Ensuite, ça a été relayé par d'autres types de wallets. Mais donc, là aussi, il y a un intérêt. C'est-à-dire que tu n'as pas les mêmes plafonds que quand tu fais un paiement par carte, par exemple. 1, tu n'as pas les mêmes plafonds. Et 2, tu sors du sujet de « Ah mince, ma carte a expiré ». Tout à fait, ce qui est embêtant, ce qui est très embêtant. Donc, on et sort... c'est plus difficile de venir capter les données pour effectivement faire des fraudes, des transactions frauduleuses. Alors, clairement, la façon dont c'est construit, c'est offrir de la sécurité, offrir de la fluidité et venir combler des besoins qui sont existants et auxquels personne ne répond aujourd'hui. Donc, en termes de ce que tu évoquais il y a quelques minutes, c'est clair que cette solution, elle doit, on va dire, s'inscrire dans le quotidien. Et on part toujours du besoin du consommateur pour construire cette solution. Et tu as lâché le mot super app. Bien sûr. Donc c'est ça, ok. Et donc là, le plafond, il n'y a pas de plafond ou c'est quoi le plafond aujourd'hui d'un paiement sur Wero? Officiellement, le plafond, c'est la réglementation qui dit, pour un virement, c'est 100 000 euros. Ouais, d'accord. Voilà. Mais il est clair que demain... Après, il y a quand même un certain scoring en fonction de telle typologie de client ou de tel profil, type d'achat, profil, qui va quand même plus ou moins limiter le paiement. Il est clair qu'on ne peut pas offrir 100 000 euros à chacun. Tout le monde n'a pas 100 000 euros sur son compte, d'ailleurs. Oui, donc il y a quand même un lien directement avec le compte. En fait, il y aura à la fois, on va dire, un plafond propre à chaque consommateur. C'est ça. En fonction de sa banque, de son profil, d'un scoring risque. Ensuite, il y aura la possibilité de le moduler en fonction des achats. Et ce qui sera génial, c'est que avec cette application, je pourrais acheter demain typiquement une cuisine. Une cuisine. Ouais, c'est ça. 4 billets d'avion, parce que tout de suite, quand on achète 4 billets d'avion, on sort forcément d'un classique plafond. Et ensuite... Une voiture. Voilà. Donc beaucoup plus de flexibilité, parce qu'un plafond beaucoup plus important qu'une simple carte. Donc plus de rapidité et donc un service aussi pour le consommateur et le commerçant décuplé, quoi. Et donc d'un point de vue de tarification aussi, parce qu'on sait aussi que les schemes cartes, donc un certain type de tarification, le fait de payer de compte à compte. Il y a aussi beaucoup de bruit autour de ça. Comment vous vous positionnez par rapport à la tarification entre particuliers et potentiellement entre un particulier et un professionnel par rapport à la carte? Alors, si on se passe du point de vue du consommateur, l'objectif pour le consommateur, c'est que ce soit gratuit à l'usage. Ok. Et que ce service soit intégré dans une formule de compte. Ok. Donc, toute la liberté est du côté de l'émetteur de construire son modèle autour de ça. Ok.
Donc de savoir comment il le propose, comment il le met en avant, est-ce qu'il le marque avec un mot payant ou avec un mot gratuit. Ça, c'est la liberté de l'émetteur. Mais il est clair qu'à l'usage, ça reste gratuit pour le consommateur. Okay. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as pu tester de l'échange d'argent entre particuliers, à aucun moment on te dit ça va te coûter 10 centimes, 1 euro, 3 euros. Ça, c'est clair. Par contre, lui, vous allez potentiellement, on va en reparler après, l'emmener vers les services annexes de la super app. Bon, on en reviendra tout à l'heure. C'est le produit d'appel. Et par contre, pour le commerçant, donc lui... Alors, pour le commerçant, ensuite, officiellement et officieusement, EPI n'a pas de relation contractuelle avec un marchand. Donc, chaque actionnaire ou membre qui adhère à EPI a une grille tarifaire. Et cette grille tarifaire est la même pour tout le monde. Et chaque marchand va s'adresser à son acquéreur pour connaître les modalités du service Wero. Et il est clair qu'une innovation n'est jamais gratuite. Donc, comme je l'avais bien dit au début de séance, on a besoin aussi de créer notre propre scheme, notre propre solution européenne. Et il est clair que ce service aura un coût. Mais ce coût vient couvrir l'ensemble des strates de services offerts par la banque. Ok. Mais alors, si on essaye un petit peu de caricaturer l'approche, est-ce qu'on peut dire que, j'imagine il y a 3 stratégies par rapport à la carte. Soit on se dit, on amène quand même un service plus intéressant, on l'a vu, donc plus de fiabilité, de sécurité, une flexibilité, pas de plafond, donc entre guillemets c'est mieux que le paiement par carte, donc on le vend plus cher. Ou est-ce qu'on se met au même prix pour plus de services, ou est-ce qu'en plus d'avoir plus de services, ça reviendra pour le commerçant à moins cher qu'un paiement carte? Alors Guillaume, est-ce que tu as envie de changer quelque chose qui marche pour plus cher? Non mais moi je pose les questions. Non mais je te pose bien les questions. Évidemment que si c'est plus cher mais que ça apporte nettement plus aussi de services, ça peut s'entendre. En tout cas, ça peut être une stratégie. Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais oui. Alors, en l'état actuel changer pour plus cher, en tout cas, vu comme ça, effectivement, c'est pas trop la tendance en ce moment. Non, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. En l'état actuel des choses, on voit bien que les marchands, en fonction des verticales, on n'est pas dans le waouh. Non, c'est sûr. Et en fait, entre toutes les règles RSE, les règles de protection du consommateur, on est quand même dans une rationalisation des coûts. L'inflation. Voilà. Exactement. Pas simple. Exactement. On est vraiment dans un contexte compliqué. Et aujourd'hui, notre promesse, c'est de pouvoir offrir un service quasiment à ISO de ce qui existe aujourd'hui pour pouvoir permettre cette migration. Voilà. On ne peut pas aujourd'hui demander à des gens de faire des efforts supplémentaires. Très bien, très clair. Donc, ce qu'on leur a promis, en fait, c'est d'être sur une promesse en fait, de coût ISO. Et surtout, on leur promet de faire toute la pédagogie pour le consommateur. Super. Parce que demain, un marchand, il va me dire « Mais pourquoi je mettrais cette marque qui n'est peut-être pas connue ?» Et là, c'est notre rôle. Notre rôle de convaincre que Wero existe et que aujourd'hui le consommateur souhaite l'utiliser. Très bien. Non, mais très clair. Parfait. Écoute, non, mais je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, de Wero tel qu'il est aujourd'hui. Donc, on a bien compris qu'il allait y avoir une montée en puissance sur l'e-commerce, sur donc le commerce physique, sur les services associés. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une petite pause et un petit pas de côté pour revenir sur ton parcours et sur tes missions au quotidien. Donc, comment tu en es arrivé à rejoindre EPI, Wero, et ensuite on reviendra sur l'actu de Wero. Donc, dis-nous un petit peu d'où tu viens, quel a été un peu ton parcours et comment tu en es arrivé à rejoindre cette aventure. Alors, il n'y a pas de formation officielle sur les paiements. Ouais, c'est vrai, d'ailleurs, ça manque un peu. T'es bien placé pour le savoir. Ouais. Et c'est une économie un secteur, une industrie qui a pris de l'ampleur, on va dire, ces 5 dernières années. C'est vrai que ça s'est vraiment accéléré. Ouais, depuis le Covid, en fait, on a un projecteur sur le paiement, parce que c'est une des dernières étapes, et que si on la foire, c'est tout ce qu'on a fait avant qui tombe à l'eau. Donc, pour ma part, en fait, j'ai une formation marketing.
Donc, cette formation marketing m'a toujours amenée à penser aux clients, donc, et à son expérience. Et je pense que c'est ce qui a créé le lien avec le secteur dans lequel je suis aujourd'hui. D'accord. Donc, pour ma part, j'ai une formation en marketing. Ensuite, j'ai intégré le groupe Cora. D'accord, bien sûr. Donc, j'ai une casquette grande distribution où je gérais la carte de fidélité et de paiement. Et ensuite, j'ai intégré la Banque Postale, en charge de la carte Visa Business à l'époque. Et ensuite, j'ai fait un pas vers le scheme CB. Ah, voilà. Où on recherchait cette complémentarité entre la vision commerçant et la vision banque. Et j'étais en charge de la relation commerce chez CB, une création de poste. Donc cette création de poste m'a permis de faire un peu le traducteur entre les marchands et les banquiers. Parce qu'en fait, ils ne parlent pas du tout la même langue. Ouais, c'est vrai. Intéressant. Donc, il y en a qui parlent du risque, il y en a qui parlent de business. Ouais, c'est vrai. Donc, mais ils ont tous ce souci commun de répondre aux attentes du consommateur. D'accord, ok. Donc, j'ai été en charge du conseil consultatif commerce chez CB, dans lequel on gère des différentes problématiques. Et à l'époque, j'ai justement participé activement à l'augmentation du plafond sans contact. Oui, bien sûr. Qui était critique pendant le Covid. Ah bah oui. Voilà, donc de passer de 30 à 50 €. Ça, c'est Ce qui a littéralement fait exploser le nombre de transactions sans contact depuis, d'ailleurs. Tout à fait. Je crois que le sans contact a pris le dessus sur le contact depuis 5 ans maintenant. D'une facilité déconcertante. Bien sûr. Et j'ai beaucoup travaillé sur la DSP2. Oui. La fameuse DSP2. Qui a tellement animé d'ateliers. Donc, la directive de service de paiement numéro 2, qui faisait qu'aujourd'hui, à l'époque, l'émetteur allait devoir valider que Madame Truchmus, c'était bien Madame Truchmus au moment du paiement. Sûr. Voilà. Et après, donc il y a 2 ans, j'ai souhaité passer en classe européenne. Bien. J'étais un peu à l'étroit, en fait, sur le territoire français. Et quand je parlais aux marchands, il est clair qu'il y avait une vraie attente de se dire « Mais mon marché, il ne s'arrête pas à la frontière. Hein. » C'est vrai. Donc, Et s'il s'arrête à la frontière, il n'a qu'une envie, c'est d'étendre un petit peu son scope d'action. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc, un vrai levier. Et donc, j'ai intégré l'aventure EPI, donc, qui était au balbutiement encore, en fait. Tout à fait. Donc, on était 30. Ouais. Voilà. Pas mal. Et vous êtes combien aujourd'hui ? On est un peu plus de 250. Ah oui, donc en 2 ans, ça a bien poussé. Voilà, en rachetant ID, les Péconiques, bien sûr. Ça aussi, ouais. Mais on a une belle croissance. Super. Donc un parcours ultra intéressant et pertinent par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu es passé par des commerçants comme Cora, par des banques, par un scheme. Donc là, après tout ce qu'on vient de dire autour de EPI et Wero, c'est ultra pertinent, quoi. Tu as vraiment toutes les casquettes pour bien comprendre et expliquer les rouages de Wero et le déployer de façon la plus pertinente possible, quoi. Tout à fait. Et surtout, j'ai été témoin de tous ces changements. Ouais. Parce que bien sûr. Tu l'as vécu. Payer en 2015, ça n'a rien à voir avec payer en 2025. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai vraiment été témoin et donc ça donne du sens à tout ça. Et moi, je suis complètement passionnée par les paiements. Ouais. Donc, passion que je partage au sein de The Circle avec... Absolument, j'allais en parler aussi. Avec mes consoeurs. Tout à fait. Dis-nous-en un petit peu plus, The Circle, donc, que tu as créé avec Stéphanie Martin il y a 2 ans à peu près. Hein. Exactement. En fait, c'est très... Le parallèle c'est assez synchro. Exactement. Donc, ce changement, en fait, de CB vers EPI a pu correspondre, en effet, avec cette création de The Circle. Ouais. Moi, je suis ravie d'avoir partagé ce projet et de le partager encore aujourd'hui avec Stéphanie Martin. Ce projet est né d'un constat fort. C'est qu'on est dans une industrie qui touche tout le monde. Que ce soit la femme de plus de 50 ans ou le garçon de 18 ans. Et pourtant, c'est une industrie qui est quand même très marquée, à l'époque, qui était très marquée, on va dire, par une influence masculine. C'est sûr.
C'est sûr. Voilà. Et c'est dommage parce qu'au moment du paiement, on aimerait bien une expérience peut-être différente avec notre cerveau féminin. C'est vrai. Et donc, ce constat était très, très posé et on a souhaité du coup réunir l'ensemble des femmes qui sont, on va dire, consultantes, scheme, prestataires techniques, banques et j'en passe et marchands, dans un même cercle pour pouvoir partager des expériences et partager nos connaissances. Donc, ce côté 1 + 1 = 3. Génial. Ce côté empowerment, où on se dit qu'ensemble, on peut grandir et on peut apprendre encore plus et marquer un peu plus, influencer davantage ce secteur qui mérite de sortir de l'ombre. C'est génial. Non, mais donc la communauté des femmes du paiement, je trouve ça assez génial. Et donc, on en parlait tout à l'heure avant de commencer le podcast. Donc, c'est quand même un investissement important en termes d'énergie, de temps que tu consacres depuis 2 ans à The Circle. Rappelle-moi comment vous fonctionnez. Vous regroupez quasiment tous les mois. Hein. C'est assez dense. Vous êtes combien aujourd'hui Là aussi, ça a bien grandi. Hein. Alors, on est à peu près 130. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Donc, 130 femmes du paiement qui se réunissent donc tous les mois autour d'une thématique. Vous réunissez en physique maintenant dans des lieux. Alors, depuis le début, en fait, on a souhaité du coup se mettre en avant ce réseau. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un secteur, Guillaume, je pense que je t'apprendrai rien, je pense qu'on a tous le même niveau de performance. Après, qu'est-ce qu'il faut travailler? Et ce qui n'était pas du tout intégré dans notre mentalité, on va dire, féminine. D'ailleurs, je rebondis sur le livre qui était sur la table tout à l'heure, Le syndrome de la bonne élève. Oui, tout à fait. Et qui est l'image et le réseau. Ouais. Ce sont 2 choses sur lesquelles on ne travaillait pas. C'est vrai. Et on apprend à travailler progressivement ensemble. Donc, on se réunit autour d'une thématique pour pouvoir, du coup, se dire qu'on apprend ensemble en fonction de l'actualité, des réglementations, de ce qui s'est passé pour pouvoir commenter et analyser. Et on se réunit aussi pour faire du réseau, parce qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir comprendre ce qui se passe dans la boîte A, B et C, parce que ça nous permet aussi de mieux comprendre notre univers. Extra. Voilà. Non, mais génial, bravo. Donc j'avais reçu Stéphanie Martin dans ce podcast l'année dernière. Donc si vous voulez en savoir plus sur The Circle, regardez l'épisode en question. Mais oui, non, c'est une belle initiative et un beau succès. Hein. Effectivement, on retrouve vraiment toutes les femmes du paiement à tous les niveaux. Donc il y a une vraie complémentarité aussi au sein de cette communauté, ce qui apporte beaucoup de richesse à vos échanges. Donc félicitations, vraiment belle initiative. Merci Guillaume et surtout merci d'être un grand promoteur du sujet. Non, mais je suis très fan. Ouais. Une petite question par rapport justement à ton expérience pro et du passage de CB à EPI Wero. Quelle est la relation justement, pour revenir un peu au sujet Wero EPI, entre CB et Wero? Donc 2 schemes, un scheme national, un scheme européen. Comment vous abordez un peu vos échanges sous l'angle d'une compétition, d'un partenariat? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je pense que c'est très important de souligner le succès de CB. Bien sûr. CB est une vraie pépite à l'échelle française et a créé un vrai bouclier pour les marchands et pour le consommateur. Ce bouclier est très utile pour pouvoir permettre la croissance des entreprises. Et je pense que les entreprises n'en sont peut-être pas assez conscientes que ce bouclier leur a permis en fait de faciliter les transactions sans se poser de questions. Maintenant, il est clair que la carte, elle existe depuis 50 ans. On voit bien, on peut pas nier, on peut pas mettre la tête dans le sable. Tout le reste du monde a déjà basculé sur autre chose. Notre position, c'est qu'on n'est absolument pas concurrents. On est complémentaires. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, CB, c'est la solution d'hier et d'aujourd'hui. Elle va le rester pendant encore un long moment. Et nous, l'objectif, c'est de prendre le relais et de se dire qu'on sera la solution de demain parce qu'on a besoin de ce bouclier.
Et on veut incarner cette même ambition. Ouais, donc c'est très vrai ce que tu dis, et c'est intéressant de le préciser et de le rappeler, mais donc il y a le paiement carte d'un côté, le paiement donc de compte à compte, le wallet de l'autre, donc carte bancaire, le scheme qui processe 85, presque 90% des transactions en France, et donc là un wallet, un scheme européen avec Wero, donc c'est complémentaire déjà de base parce que c'est pas le même moyen de paiement. Tout à fait. Et donc forcément, les usages en fonction... Enfin voilà, si on doit acheter, on disait tout à l'heure, une voiture, on va forcément peut-être plus se tourner vers un paiement de compte à compte qu'un paiement carte, parce que les plafonds sont pas les mêmes. Mais donc voilà, en fonction des usages, déjà on n'est pas sur le même le moyen de paiement, et puis on n'est pas sur la même échelle, puisque Wero c'est européen, et donc il y a une complémentarité, une connivence, un partenariat aussi avec la même vision derrière, de souveraineté nationale ou européenne. Exactement. On répond au même objectif, et je le rappelle, on a les mêmes actionnaires. Ouais. Donc à quel moment on peut s'opposer ? C'est vrai. Non, mais c'est bien fait, c'est bien pensé. Donc, génial. Excellent. Et donc aujourd'hui, donc pas mal d'actualités. Oui. Chez Wero, donc j'ai l'impression que la fusée continue de se construire, préparée au lancement final. Là. Ça frémit. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui se passe justement en cette rentrée 2025 ? Eh bien, Guillaume, je suis ravie que tu m'accueilles en plus à ce moment précis, parce que lundi dernier, donc on a mené une conférence de presse. Et lors de cette conférence de presse, non seulement on a célébré les 1 an de Wero. Bravo. Donc, félicitations. Voilà. Bon anniversaire. Merci, mais c'est un vrai succès. Enfin, 1 an, c'est beau. Ouais, mais c'est surtout par rapport à la trajectoire qu'on a pu connaître. Et deuxième point, très important, on a célébré les marchands qui se sont engagés à venir sur Wero dès l'année prochaine. Waouh, génial. Voilà. Alors, donc une grande avancée là. Alors tu vois bien le sourire sur mon visage. Non, ça fait plaisir. Donc, c'est l'aboutissement de beaucoup d'efforts. Mais non seulement on a célébré les marchands qui vont venir sur Wero l'année prochaine, donc ça t'a pas échappé. Donc on a l'enseigne, un des plus gros marchands de France qui est Leclerc. C'est extraordinaire. Voilà, je célèbre donc Leclerc, VP. Joli. Voilà. Ouais. Mais c'est eux que je salue, parce que cet esprit promoteur. C'est superbe. Donc Leclerc, VP, Orange. Ouais, bravo. Voilà. Dot. Ouais, excellent. Et Air France. Ouais, non, c'est joli. C'est vraiment une belle réussite, et avec des champions comme ça en plus de l'industrie qui vous suivent et qui s'engagent et qui vous permettent d'avancer vraiment très vite, très fort. Et j'ai pas fini. Non seulement on a la sphère privée, mais on a la sphère publique. Ah ouais. Donc la Direction générale des finances publiques s'est engagée à soutenir Wero et à proposer Wero comme moyen de paiement pour payer la cantine, le centre aéré, le musée, ou les impôts. C'est moins sympa. Mais il faut bien les payer à un moment ou à un autre. Voilà. Ou sa piscine, ou... Génial, génial. Donc ça aussi, c'est une brique très, très importante, quoi. Le marché public en France, très présent, effectivement. Donc, c'est une fois de plus un signe de confiance fort du marché, à la fois côté industriel, mais aussi la gouvernementale, carrément. Oui, exactement. Donc, des jolis coups de tampon. Et puis, donc ces commerçants se sont engagés à adopter Wero donc sur la partie e-commerce. Puisque là, donc voilà, c'est le deuxième étage de la fusée qui se lance, donc l'e-commerce. Donc après les particuliers, paiement entre particuliers, maintenant on va pouvoir payer avec Wero, faire un Wero sur un site marchand en ligne, quoi. Exactement. Donc dès l'année prochaine, en fait, des tests auront lieu sur le premier et deuxième trimestre, et dès septembre 2026, ce sera live pour l'ensemble des citoyens français qui sont clients des banques qu'on a pu évoquer, et qui pourront se rendre sur le site, les sites qu'on vient de se dire. Mais d'ici l'année prochaine, il y aura d'autres. Sûrement d'autres, bien sûr. Je n'ai aucun doute. Ce n'est que le début, là. Voilà, exactement. Il faut bien des moteurs. Ouais. Donc c'est bien eux que je salue, d'avoir eu cet esprit, on va dire, très d'innovation, promoteur, pour pouvoir montrer la trajectoire, parce que je pense qu'ils sont tous conscients qu'on a tous une responsabilité. Ouais. Donc on met notre pierre à l'édifice pour pouvoir, on va dire, se rendre service mutuellement et aller dans le bon sens.
C'est génial. Donc, très, très excitant, effectivement, cette rentrée avec ces annonces. Donc, félicitations, en plus, en un temps record, hein, puisque tu le disais, lancé il y a tout juste un an. Arriver donc en plus à tenir aussi vos engagements, parce que dès le début vous avez annoncé cette roadmap particulier e-commerce et puis bientôt retail, on va en parler aussi. Donc ouais, bravo, félicitations. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début, voilà, ça ne fait que commencer. Exactement. Et donc monter en puissance avec l'e-commerce en 2025-2026, et donc troisième étage, donc le commerce physique. Donc l'arrivée dans l'univers physique, dans le commerce physique, d'ici 2026-2027, c'est ça toujours là à peu près. Je pense que l'année prochaine on fera des tests. Des tests déjà, ouais. Et puis en 2027 ce sera beaucoup plus démocratisé. Il faut savoir que lancer des innovations dans l'e-commerce et dans le monde physique, on est sur deux approches différentes. Ça demande des investissements différents. Ouais. Ça demande un accompagnement dans le changement qui est plus conséquent. Ouais. Donc, c'est important d'accompagner ce changement. Et c'est pas les mêmes acteurs. Voilà. Ouais. Et c'est pas les mêmes enjeux. Donc, aujourd'hui, il est clair qu'on est aussi face à deux modèles qui tiennent, on va dire, leurs avantages et leurs inconvénients. On a le modèle NFC et le modèle QR code. Donc, là aussi, il faut qu'on trouve le meilleur chemin. Peut-être qu'en fonction des marchands, ce ne seront pas les mêmes attentes aussi. Si je suis un marchand sur le marché, j'ai peut-être envie juste d'avoir un QR code, un marchand mobilité, ou même si je suis l'infirmière qui sera à domicile. Bien sûr. Et par contre, quand je suis dans la grande distribution, il est clair que peut-être que j'ai des attentes aussi différentes. Bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé encore de l'univers physique, mais entre particuliers, on l'a bien compris, soit via la banque, soit via l'application Wero. Donc demain, sur un site internet, au moment du paiement, il y aura le logo Wero si on veut payer en Wero plutôt que via un autre moyen de paiement. Et donc dans l'univers physique, soit un QR code, soit autre chose, quoi, en NFC ou via l'application, en fonction des usages. Tu parlais de la mobilité, c'est très vrai aussi, ça peut accompagner et aider beaucoup de personnes dans leur quotidien. D'accord, donc un beau programme en perspective, une belle montée en puissance. Donc. Un champ des possibles incroyable. Ouais, c'est extra. Non, mais c'est très, très positif. Effectivement, je pense que ça répond vraiment à un besoin, une évolution des usages, des moyens de paiement, et puis de la tension qu'il peut y avoir autour du paiement, comme tu le disais aussi tout à l'heure, qui est devenu vraiment ultra stratégique, qui est au cœur de toute l'économie. Donc il faut que ça marche, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit simple, sécurisé. Et que ce soit maîtrisé. Ouais. Alors maîtriser, j'entends techniquement, mais financièrement. Oui, tout à fait. Pourquoi je dis ça ? Parce que la proposition de valeur de Wero, c'est d'offrir une stabilité des prix. C'est-à-dire que de ne pas, du jour au lendemain, créer une... Il n'y a pas de fluctuation des prix, on n'est pas sur... Non, ça, c'est notre promesse. Ah ouais, c'est fort. Okay. Parce qu'on a besoin, en tant que marchand, oui, bien sûr, ou d'entrepreneur, d'avoir une stabilité. Je peux pas me gérer son budget. Oui. Voilà, je peux pas me dire, l'année prochaine, boum, je me prends 20 ou 30% sans service ou sans raison pratico-pratique. Donc, l'ambition et la promesse, vraiment, c'est d'offrir cette stabilité, cet espace de dialogue aussi. C'est-à-dire que c'est extraordinaire aussi de pouvoir discuter avec des marchands en local et de comprendre les vrais, on va dire, problèmes du quotidien. Bien sûr. Donc cette proximité aussi, elle est clé. Ok, non, mais génial, très important. Et pour revenir donc sur cette vision aussi autour de la super app, donc tu parlais de l'identité numérique, un vrai service, une vraie problématique à l'échelle européenne. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives, idées, services que vous avez en tête, qui arrivent prochainement, ou en tout cas que vous travaillez ? Alors, on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, on aime bien aussi payer tout de suite ou plus tard. Ça, c'est vrai. Donc, tout ça, c'est derrière les 4 lettres BNPL. Tout à fait. Buy Now, Pay Later. Et on souhaite associer aussi tous ces services de BNPL pour créer cette flexibilité. J'ai ma balance en temps réel, très bien, mais peut-être que j'ai envie de décaler mon paiement dans 3 mois. Peut-être que j'ai envie de splitter mon paiement en 3 fois. Enfin, c'est aussi d'offrir ce type de service. Tu peux faire ça avec un paiement de compte à compte. Et c'est l'ambition. Un virement instantané, mais en décalé. Donc, ça veut dire que vous faites la banque un peu. Alors, c'est pas nous, c'est la banque qui le fera. C'est la banque qui le gère. Voilà, exactement. Nous, on est la couche au-dessus, mais ça pourrait être soit à la main
de la banque émettrice, soit à la main aussi du marchand. Ok. Comme aujourd'hui, en fait. Donc, le consommateur pourrait payer effectivement plusieurs fois. Le commerçant aurait son argent tout de suite. Exactement. Voilà. Et puis la banque gère le différé pour le consommateur. Exactement. Ok. Ouais, génial. Ouais. Donc ça, oui, très clairement, une des grosses tendances du paiement depuis 5 ans. Incontournable. Le BNPL qui a complètement explosé avec des Klarna, des Alma, des Floa. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont été très successful sur cette tendance. Et on voit que ça, bien sûr, apporte une flexibilité forte pour le consommateur. Surtout, plus le panier moyen est important. Mais aussi pour le marchand qui permet d'augmenter aussi son chiffre d'affaires. Non, tendance très forte. Donc ça, vous allez pouvoir vous positionner là-dessus. Exactement. Ensuite, on souhaite se positionner aussi dans le monde de la fidélité. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'offrir aux marchands la possibilité de gérer son espace de fidélité. Un peu, aujourd'hui, EPI Wero a été construit pour gérer une monnaie différente. Donc, je pourrais gérer une monnaie autre que l'euro, mais je pourrais gérer une monnaie, entre guillemets, propre à un marchand, qui parfois propose de cagnotter. Bien sûr. Donc, c'est aussi comme ça qu'on souhaite construire cette fidélité et de pouvoir aussi discuter avec des marchands pour pouvoir venir combler un besoin dans le même support, en fait. Parce sûr. Que ce même support, je pourrais voir aussi mes tickets. Aujourd'hui, tu as un ticket dans ton portefeuille. Parfois, tu as un abonnement, mais tu ne sais pas où est l'information, tu es dans ta boîte mail. Parfois, c'est dans l'application de la banque. Enfin, tout est aujourd'hui un peu dispatché partout. C'est très pertinent. Ouais. En un seul point, j'ai l'ensemble de mes achats et transactions avec les tickets qui sont associés aussi. Et puis, c'est une fois de plus, se positionner toujours des deux côtés de la barrière, côté commerçant ou côté consommateur. Tu t'apportes bien sûr facilité pour le consommateur si tout est centralisé, il a toutes ses cartes, tous ses points, il sait où il en est, ce qu'il peut utiliser, quels sont les discounts qu'il peut utiliser, etc. Mais pour le commerçant aussi, ça peut être un moyen pour lui soit de monter en puissance sur sa stratégie de fidélisation, soit de la créer s'il ne l'a pas encore créée. Et donc, vous pouvez être le lien entre les deux mondes aussi. Ouais. Exactement. Mais vraiment, l'univers des possibles est très large. Ouais, écoute, c'est génial. Il y a de quoi s'amuser, effectivement. Oh, oui. Et alors, on en parlait aussi tout à l'heure, l'euro numérique, là aussi, tendance forte à l'échelle européenne. Donc, est-ce que c'est une réflexion que vous travaillez chez EPI Wero ? Alors, on y travaille dans le sens où, comme je dis, on peut gérer une monnaie différente. On peut gérer, donc du coup, la cagnotte d'un marchand. Et on pourra gérer une monnaie virtuelle, comme l'euro numérique. Ouais. Donc, on pourra s'inscrire comme support de gestion de l'euro numérique. D'accord, voilà, tout simplement. Voilà. Ouais, oui. Logique. Quelle que soit la monnaie, finalement, vous pouvez suivre le mouvement, la tendance et accompagner le mouvement qui, là aussi, s'inscrit dans la même vision, la même ambition de souveraineté européenne. Donc, de projet européen. Ouais. Et de se dire, autant rationaliser, on va dire, les investissements. Tout à fait. Et lutter contre cette fragmentation qui nous est dommageable au quotidien. Non, mais écoute, c'est super. Il y a beaucoup de possibilités. Tu en as abordé déjà pas mal. Hein. Donc, c'est un projet très dense, européen, qui apporte donc beaucoup de facilité, de sécurité, de garantie, de fiabilité, à la fois pour les consommateurs et les commerçants, entre particuliers, entre professionnels, dans l'e-commerce, donc là, dans les mois qui viennent, dans l'univers physique, également dans les années qui viennent. Donc, et puis, la super app, tous les services que vous allez pouvoir lancer. Donc, écoute, super projet. On a hâte de voir la suite. Eh ben, nous aussi. Et j'aurais hâte, pourquoi pas se donner rendez-vous dans 1 an. Avec grand plaisir. Et faire le bilan. On soufflera les 2 bougies ensemble. Avec grand plaisir. Écoute, merci beaucoup Laetitia pour ton temps et pour ton partage. Et écoute, on se donne rendez-vous dans 1 an alors. Merci à toi Guillaume, ce fut un vrai plaisir de pouvoir partager en effet cette émotion et cette joie de participer à un projet qui est plus grand que nous en fait. Absolument, écoute, plaisir partagé et à très bientôt. À très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.